Attention, ce balado traite de suicide et d'éléments pouvant choquer certains auditeurs. Si vous éprouvez des problèmes en lien avec la consommation de drogue ou avez des pensées suicidaires, sachez qu'il existe des ressources. Visitez la page de ce balado pour obtenir toutes les informations en lien avec les organismes pouvant vous venir en aide. Un balado Radio-Canada audio. Je m'appelle Olivier Bernard, je suis pharmacien et vulgarisateur scientifique. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, vous en avez probablement jamais entendu parler. Elle est largement passée sous le radar, elle n'a pas fait grand bruit. Mais quand je m'y suis intéressé, cette histoire-là s'est avérée immense. J'ai l'impression d'avoir découvert un autre monde caché en dessous de notre monde. Un monde mystérieux, fascinant, hallucinant même, mais un peu effrayant, dont j'ignorais complètement l'existence. Les mots sont extrêmement limitants pour expliquer une expérience comme celle de l'ayahuasca. Dans la jungle, la réalité est différente. J'ai vécu un contact intense avec la nature. J'étais comme dans une autre dimension. Tout est vie et mort. Les hallucinations sont vraiment vivides, vraiment puissantes. Tu sens plus ton corps, mais c'est beau. Elles se consument dans un cycle infini. Ça te porte à croire, est-ce qu'il existe vraiment des esprits, des entités? Est-ce que la magie existe? Elle vit, elle meurt. C'est pas des fucking pilules ou des choses comme ça qui vont te guérir. Non, c'est de prendre l'ayahuasca, ça te guérit de tout. La jungle se dévore elle-même de l'intérieur. C'est tellement des cérémonies qui sont puissantes, ça m'a pris des semaines avant de revenir moi-même. Et dévore tout ce qui y pénètre. Elle arrêtait pas de se lever pour aller le voir en lui disant « Faut que ça arrête, faut que ça arrête. J'aime pas ça, faut que ça arrête. » Le 6 avril 2019, Nelson Deschaines est décédé en plein cœur de la jungle, dans un centre au Pérou où on consomme de l'ayahuasca. Pourquoi cet événement-là m'a autant interpellé et puis pourquoi j'y pense aussi souvent, je suis pas certain. Ça m'a clairement marqué en tout cas parce que quand j'ai proposé à Radio-Canada le concept du balado Dérive, le rituel de sudation, à propos du décès de Chantal Lavigne, j'ai dit à la fin de la rencontre que si jamais il y avait une deuxième saison, c'est cette histoire-là que je voulais explorer. Tout a commencé quand j'ai lu un article dans le journal La Presse, le 7 octobre 2019, intitulé « Pérou, un Québécois se suicide dans un centre consacré à l'ayahuasca ». Il y a eu aussi un autre article sur le site web Narcity le lendemain. On y apprend qu'après avoir consommé de l'ayahuasca, une boisson aux propriétés hallucinogènes préparée par des chamans en Amazonie, Nelson Deschaines aurait eu des hallucinations très intenses qui l'ont projeté au sol et qu'ensuite il se serait enlevé la vie. Il y a très peu de détails, là. Les circonstances de son décès sont vraiment floues à vrai dire. Cette nouvelle, cette histoire d'un Québécois qui est retrouvé mort au Pérou. C'est la presse qui rapporte cette histoire troublante de source à une. C'est toutes les informations qu'on a là, pour le moment. Et des policiers. L'événement a été mentionné brièvement à la radio ensuite, encore là sans détails. Donc, comme je vous disais plus tôt, si vous en avez jamais entendu parler, c'est normal. Par contre, l'ayahuasca en tant que tel, ça, vous en avez peut-être entendu parler dans les dernières années, puis probablement pas sous un angle positif. Si vous habitez au Canada, par exemple, ça peut vous rappeler une intrigue de la 4e saison de la série télé District 31, diffusée en septembre 2019. Je pense avoir tué ma mère. C'était effrayant. Tu m'as dit que t'étais sous l'influence? Ouais, j'avais pris de l'ayahuasca. J'ai jamais écouté la série, mais j'en ai quand même entendu parler. Il faut dire que District 31, c'est presque un culte au Québec, donc ça fait jaser. L'histoire, en résumé, c'est un jeune homme qui est arrêté pour le meurtre macabre de sa mère. Oh non, je te le dis, man, tu veux pas voir ça, là. Non, c'est dégueulasse, là. Il l'a littéralement crucifié sur le mur, là. Il clou d'un paume des mains. Et une entaille en dessous du sein gauche. Ce qu'on apprend plus tard, c'est que l'homme est membre d'une secte qui utilise l'ayahuasca ici au Canada de manière illégale. Cette substance-là aurait créé une sorte de délire paranoïaque, une psychose où l'homme a poignardé sa mère parce qu'il se sentait menacé. J'ai bu de l'ayahuasca. Puis c'est là que ça commençait à aller mal, c'est là. Parce que là, j'ai vu ma mère, puis elle était comme enragée, puis j'ai vu comme une bête, puis il fallait que je me défense, puis il fallait. J'ai contacté Luc Dionne, l'auteur de la série, pour savoir d'où lui était venue l'idée de cette intrigue-là.
C'est un reportage, je pense que la CBC avait fait un truc. Le sujet m'avait intéressé, le voyage en soi, ce que ces gens-là recherchaient et ce qui risquait d'arriver en bout de ligne aussi. C'est comme un mélange de la fiction et de la réalité, là. Je veux pas de talent dans la vie, fait que je prends des histoires qui sont arrivées dans la réalité, puis je les transforme, je les arrange, je les modifie. Comme de fait, dans le 2e épisode de la saison, il y a un cas bien réel qui est mentionné. Il y a du monde qui meurt après avoir consommé ça, il y en a qui deviennent agressifs. Il y a un Canadien qui s'est fait lyncher au Pérou parce qu'il a tué quelqu'un après en avoir consommé. Le Canadien qui s'est fait lyncher, c'est Sebastian Woodruff, 41 ans, de Vancouver. En 2018, il était en Amazonie pour apprendre à utiliser les plantes médicinales, dont l'ayahuasca, auprès d'une chamane locale bien connue, âgée de 81 ans. Et puis, un matin, dans des circonstances nébuleuses, il s'est présenté chez elle et l'a assassinée en lui tirant 2 balles de fusil. Ça a créé une vague de colère chez les villageois qui lui ont mis une corde autour du cou et qui l'ont traîné dans la boue jusqu'à ce qu'il décède. Je trouvais ça bien fascinant. Je trouve bien de la misère à comprendre. T'sais. Une autre histoire qui a fait les manchettes, c'est celle de Joshua Stevens, 29 ans, de Winnipeg. En 2016, durant une cérémonie d'ayahuasca au Pérou, un autre participant est devenu violent. Dans une sorte de délire psychotique, il l'a attaqué avec un couteau. Stevens s'est défendu et l'a éventuellement poignardé dans le ventre, ce qui a été déclaré plus tard comme de la légitime défense. What was going through my mind was, if he gets this knife back, he's going to stab me, he's going to kill me. That's when I made the decision to stab him once in the stomach. En 2012, Kyle Joseph Nolan, un Américain, serait décédé après avoir reçu une dose trop forte d'ayahuasca. Le chaman péruvien a ensuite enterré son corps dans les buissons et a brûlé ses effets personnels pour éviter de nuire à l'image de son centre de retraite. Kyle Joseph Nolan was reported missing after he failed to return home from Peru on August 27th. Je pourrais continuer parce que des cas du genre, il y en a plein. Et dans la foulée de toutes ces histoires-là, il y a celle de Nelson, le jeune Québécois qui se serait enlevé la vie en 2019. Une histoire sur laquelle on sait pratiquement rien, mais qui, pour des raisons que je comprends pas encore, a fait énormément jaser sur le web. Selon ce que j'ai aperçu, il est question de versions contradictoires des événements et de pratiques dangereuses dans le tourisme chamanique. En fait, le décès de Nelson, c'est un des plus mystérieux dans le monde de l'ayahuasca. D'ailleurs, je pense que ce qui m'a autant accroché là-dedans, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait une suite, un suivi, du genre que quelques semaines ou mois plus tard, on apprendrait enfin les détails de ce qui s'était passé. Mais c'est jamais arrivé. On n'en a plus jamais entendu parler. Donc, si je veux une suite, on dirait que je vais devoir la trouver moi-même. Vous écoutez Dérive Ayahuasca. Épisode 1. La jungle. Nelson est loin d'être disparu. Il y a des traces de lui partout sur le web. Assez rapidement, j'ai trouvé sa page Facebook, son Twitter, son Pinterest, son compte YouTube. J'ai pas pu m'empêcher de fouiller un peu, là. Bon, OK, un peu beaucoup, j'avoue, là. Ce qui frappe d'emblée, c'est que c'est un gars actif qui a l'air en super forme. Il est constamment entouré d'amis et de sa famille. Il semble voyager beaucoup aussi. Il a l'air vraiment heureux, en fait. Nelson avait 33 ans au moment de son décès et il a grandi à Sacré-Cœur, au Québec. Mais son dernier domicile listé, c'était Toronto, Ontario. We met at school. He was definitely one of my closest friends for those years. Elle, c'est Mélanie. Quand je me promenais sur la page Facebook de Nelson, c'est la première personne que j'ai vu commenter un de ses statuts, donc je lui ai écrit. Elle a rencontré Nelson en 2017 à Toronto. Il allait à l'école là-bas pour se perfectionner dans son métier de massothérapeute. He was just like a lovely, gentle person who was loved by very many people. He had a lot of friends. Sa première impression de Nelson, c'est qu'il était assez timide et réservé,
Mais rapidement, elle a découvert quelqu'un d'incroyablement gentil, sociable, drôle et chaleureux, avec qui c'était facile d'être amis. Pendant l'année et demie où ils se sont côtoyés, Mélanie et lui étaient inséparables. Mais Nelson lui avait aussi confié certaines choses qu'elle trouvait un peu mystérieuses. En particulier, sa nouvelle fascination pour l'ayahuasca. Je lui ai demandé si elle savait d'où lui était venu cet intérêt-là. Yeah, I think, so we all have trauma. We're all healing, I think. And I think that part of his journey was to take that medicine. Nelson lui avait confié souffrir de certains traumas qu'il espérait guérir avec l'ayahuasca. Il n'avait pas été plus spécifique, donc Mélanie ne savait pas de quoi il s'agissait. I think he was okay. I think he was really looking forward to, traveling and going to Peru. Selon elle, Nelson allait bien à ce moment-là, mais il avait très hâte de terminer ses examens, puis de partir dès que possible vers le Pérou et vers l'ayahuasca. Dans ma préparation en vue d'explorer l'histoire de Nelson, j'ai regardé plein de vidéos sur l'ayahuasca. D'ailleurs, avez-vous déjà vu à quoi ça ressemble? En Amérique du Sud, c'est préparé dans un grand chaudron en mélangeant plusieurs plantes locales. Tout ça bouille pendant quelques heures et ça donne un liquide brun, épais, collant, qui sent apparemment très fort et qui goûte extrêmement amer. Quand c'est le temps de la cérémonie, les participants reçoivent le liquide dans des petits gobelets et ensuite, tout le monde commence à vomir. I've never seen anything like it. Bon, d'emblée, je veux être honnête avec vous, là, mais moi, je comprends pas les personnes qui vont faire ça. Aller au fond de la jungle et puis boire une préparation visqueuse qui ressemble à de la boue, préparée dans des conditions qu'on connaît pas, par un chaman à qui il faut faire incroyablement confiance, parce qu'on met notre santé entre ses mains. Tout ça à l'intérieur d'un rituel qui vous fait halluciner et puis vomir à répétition. Désolé, mais je comprends pas. En même temps, je suis probablement la pire personne pour comprendre, parce que j'ai jamais consommé de drogue de ma vie. Je veux dire des drogues récréatives. J'ai même pas fumé une seule puff de cannabis. Je bois pas d'alcool à part super rarement. Je bois pas plus qu'un café par jour parce que j'aime pas l'espèce de buzz quand on a pris trop de caféine. En fait, toutes les substances qui modifient notre état de conscience ou qui jouent avec notre perception de la réalité, je pense que ça me fait peur. C'est niaiseux, mais ça me gêne toujours un peu d'avouer ça. Je me sens comme pas normal, puis je sais pas d'où ça me vient. Quand j'en ai discuté avec ma blonde, elle m'a dit que je devrais lire le livre « Les paradis artificiels » de Baudelaire, qu'elle avait lu quand elle avait 17 ans au cégep. Pourquoi tu voulais que je lise ça déjà, ce livre-là? Là? Tu sais, je sais pas si mon souvenir est bon. Il me semble qu'il dit que sur certaines drogues, t'obtiens des réponses rapidement que normalement, sans drogue, ça prendrait un cheminement pour arriver à ces réponses-là. Puis que dans le fond, c'est pas la réponse qui compte, mais le cheminement. C'est vrai qu'on entend souvent ça, que certaines drogues permettraient d'obtenir plus facilement ou plus rapidement de l'inspiration, de la créativité ou encore des réponses à des questions existentielles. Mais bon, disons que je ne penserais pas d'emblée à consulter une œuvre classique des années 1800 à propos de la création poétique pour m'informer là-dessus. Puis on dirait que j'ai commencé à vouloir lire là-dessus, mais tu sais, c'était une époque pré-Internet, hein? Ah ouais, c'est vrai, tu peux pas juste aller sur Google puis chercher... Non! Parle-moi des drogues et de la recherche de réponses instantanées. C'est ça. Ce que t'avais, c'est des dépliants de CLSC. Ou Baudelaire. J'ai choisi Baudelaire. Ouais, OK, ça remet les choses en perspective un petit peu, j'avoue. En discutant avec elle, je pense avoir trouvé une autre raison pourquoi l'histoire de Nelson m'a autant accroché. J'ai réalisé que parler des drogues, ça me rend un peu inconfortable. Donc, c'est plus qu'une simple peur, on dirait. Bref, j'ai l'impression qu'en explorant le sujet de l'ayahuasca, ça va peut-être m'aider à faire moi-même un peu le ménage là-dedans. Les drogues, on va en entendre parler de plus en plus, surtout dans un contexte où plusieurs gouvernements du monde tendent à les décriminaliser. D'ailleurs, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on serait en ce moment dans une sorte de renaissance des substances hallucinogènes, aussi appelées psychédéliques.
Des choses comme le LSD, la mescaline et les champignons magiques, qui sont parfois présentés comme des traitements révolutionnaires pour la santé mentale. Par exemple, on entend souvent dire qu'une seule cérémonie d'ayahuasca serait équivalente à 10 ans de psychothérapie. Ayahuasca is 10 years of psychotherapy in one night. Yes, my brother. I've said that many times. Mais est-ce que c'est vrai par contre? C'est une des nombreuses questions que j'ai l'intention de me poser. Dès le lendemain de son dernier examen à l'école, Nelson a pris le premier vol vers le Pérou. Mélanie et lui avaient même pas eu le temps de se reparler. Il lui avait seulement dit qu'il s'en allait dans un centre d'ayahuasca. Ça, c'était en janvier 2019, donc 3 mois avant son décès. He left a day after the last exam. Oh, like really? for the day of. Yeah. Bon, ici, j'aurais voulu vous faire une description détaillée de ce qui s'est passé ensuite, à partir du moment où Nelson a atterri au Pérou jusqu'à l'incident qui a entraîné sa mort. Mais le problème, c'est qu'à ce stade-ci, j'ai aucun détail sur cette partie-là de l'histoire. Et puis, d'ailleurs, à la base, là, j'ai aucune idée, moi, de quoi ça a l'air une retraite d'ayahuasca. Donc, je me suis dit que ça m'aiderait d'en apprendre plus sur comment ça se passe, une expérience du genre, à travers les yeux d'autres voyageurs qui l'ont déjà fait. Moi, je m'en allais rejoindre un ami qui m'avait dit Eve, c'est trop ton genre de faire de l'ayahuasca. Tant qu'à être dans l'univers des séries télé, j'ai contacté Eve Landry, une comédienne québécoise que vous avez pu voir dans la série Unité 9, entre autres. Elle avait déjà partagé dans une émission de variété avoir participé à une cérémonie d'ayahuasca au Pérou, mais sans précision. Elle a accepté de m'aider à visualiser un peu mieux comment ça se passe. Pourquoi tu voulais faire ça, au juste? Je me posais des questions sur ma vie amoureuse. Je me souviens que... En fait, c'était drôle parce que c'était juste avant que Unité 9 entre en onde. Fait que c'était vraiment, pour moi, c'était un timing parfait de savoir qui je suis, tu sais. Puis c'était comme tellement une quête spirituelle, cette drogue-là, que tu fais « Hey, quel bon timing, savoir qui je suis avant de me garrocher partout dans la télé. On va essayer. » Donc, toi, c'était au Pérou, comme la plupart des gens? Là où je suis allé, c'était à Iquitos, dans l'Amazon. Iquitos, c'est ce qu'on pourrait appeler la capitale de l'ayahuasca. Pour vous orienter, on n'est pas du tout dans le coin des régions touristiques comme le Machu Picchu et tout ça, là. Non. C'est situé dans une région extrêmement isolée au nord-est, en plein cœur de la forêt amazonienne, accessible seulement par bateau ou par avion. Mais pensez pas que c'est un petit village bucolique, par contre. Iquitos, c'est comme plus industrialisé un peu. Je pense que c'est comme le plus gros des milieux industrialisés du Pérou où qu'on peut pas se rendre en auto. Elle, c'est Marjorie, infirmière. Elle est passée par Iquitos durant un stage avec Infirmières sans frontières. Un moment donné, dans le fond, on est allé dans des petits marchés de locaux qui vendaient des trucs. Puis dans les kiosques, c'était vraiment des poudres d'ayahuasca. Après ça, ils vendaient ils vendent toutes sortes de choses. Là-bas, tu le vois, puis ça crie dans les petits kiosques ayahuasca, ayahuasca, là, quand on passe, puis qu'ils savent qu'on est un peu touriste. Ah ouais, sérieux, ils essaient de vous interpeller avec ça? On le voit, là, puis c'est souvent la première enveloppe qui est sur la table. C'est vraiment attrayant, là. C'est pas pour rien que je l'ai vu tout de suite. Là. Mais ça, les produits en poudre vendus dans les marchés, c'est pas du tout la vraie expérience de l'ayahuasca. La vraie expérience, c'est de participer à une cérémonie chamanique. Et pour ça, il faut d'abord choisir un chaman. Puis quand je suis arrivé, on est tout de suite parti à la recherche d'un chaman. Ça, c'était dans le village d'Iquitos. On était juste descendu un peu plus loin, genre au marché. C'était comme un dude là, qui s'improvisait chaman. Déjà, les voyageurs ont l'embarras du choix pour choisir un chaman. Apparemment qu'il y en a partout, de toutes les sortes. Certains sont même pas péruviens, en fait. On a vu 2-3, puis ça marchait pas, là. C'était pas ça, c'était pas... Tu le sens tout de suite, là. Il y a comme vraiment... une confiance qui s'installe ou non, puis eux autres, j'étais comme, nope, j'avais pas confiance. Le lieu était crade, le lieu était sale. J'étais comme, j'ai pas envie d'être sous un effet, drogué ici, assurément pas. Et finalement, on est parti. Il dit, attends, il y en a un autre en qui j'ai confiance. Fait qu'on a vraiment magasiné, si tu veux, nos chamans. Puis on est parti dans l'après-midi. Encore une fois, là, je suis juste parti avec un petit sac, puis je suis pas revenu avant 7 jours. On est resté dans la jungle pendant 7 jours à faire l'ayahuasca.
Certains centres d'ayahuasca sont directement à Iquitos. Mais ceux qui vont interpeller le plus les voyageurs, typiquement, sont situés à l'écart, dans la nature. C'était comme 45 minutes d'Amazon, de bateau, puis après ça, 45 minutes de marche dans la jungle. Selon les estimés, il y aurait jusqu'à une centaine de centres chamaniques dans la région. Celui où Nelson est allé s'appelle le Rainforest Healing Center. Je vais l'appeler RHC à partir de maintenant. Pour se rendre là-bas, les voyageurs font 1 heure de route vers le sud en autobus, puis au kilomètre 45, ils débarquent et ils entrent dans la jungle. Je vous lis un extrait qu'on retrouve sur le site web du centre. Vous devrez marcher 3 km jusqu'au centre à pied sur un sentier parsemé de collines ainsi que de ponts en bois pour traverser les ruisseaux. Le chemin peut être très boueux et il vaut mieux le faire avec des bottes en caoutchouc. Nous ne sommes pas à proximité d'une ville, d'un magasin ou de quoi que ce soit. Les voyageurs vont dormir dans des cabanes en bois qu'on appelle des tambos. C'est rudimentaire, mais les installations semblent quand même assez belles, selon les vidéos que j'ai pu voir, où le propriétaire du centre décrit les lieux. Pretty much isolated. There aren't any dorm rooms here. In the jungle terminology, they're called tambos. Le RHC, c'est assez petit et intime. Il semble accueillir moins d'une dizaine de personnes à la fois. Eve a, elle aussi, visité un petit centre du même genre. Comme du glamping, on avait chacun notre espèce de hutte moustiquaire. Lui, il se faisait du gros cash là, à nous demander, je sais pas combien, je me souviens plus combien j'ai payé, mais il les remplissait, là, ces cabanes. Là. Il y avait pas de lit de libre. Là. Les cérémonies d'ayahuasca, ça se passe le soir et la nuit. Les voyageurs vont en faire 3 à 5, répartis sur une semaine, et ça exige une préparation très stricte avant et pendant le séjour. Il faut cesser certains médicaments d'ordonnance. Pas de technologie, pas de sexualité, pas de dentifrice ou de parfum. Il y a une diète à suivre aussi. Pas de sel, de sucre, d'épices, de produits laitiers ou de caféine, entre autres. C'est eux qui nous fournissaient la nourriture. On n'avait pas le droit de manger tout ce qu'on voulait. C'est aussi parce que c'est une drogue dans laquelle tu vomis énormément. Les vomissements, c'est considéré comme une partie essentielle de l'expérience. Vomir, ça représente la libération des énergies négatives et des émotions accumulées au cours de la vie. Le chaman principal avait environ une 60aine d'années. Lui, il nous a dit « Ça va être généralement smooth, moi, comment je gère ça, ça se passe assez bien. » Puis il y avait son fils qui, lui, était plus jeune, peut-être une 30aine d'années. Puis lui, il nous avait vraiment dit « Moi, je vais vous provoquer. » Vous provoquez comment? Par la musique, par les incantations qu'il fait, tout le monde vomissait, tu sais. Tout le monde, on était comme vraiment, on le regardait en voulant dire « Ça suffit, man, arrête, tu sais. » La substance prend environ 30 minutes pour faire effet. Pendant ce temps-là, le chaman et ses assistants poursuivent la cérémonie. Quand la cérémonie commençait, les singes se mettaient, dès que le chaman commençait à chanter, les singes se mettaient à hurler. Là. Il y avait vraiment, tous les soirs, on le voyait, là. Wow, c'est spécial. Y a-tu un moment où t'as peur à travers tout ça? Oui. En fait, tout le long, j'étais inquiète, là. J'étais super nerveuse, j'avais peur. J'étais comme, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Je le sentais que ça embarquait, puis je fais OK, tu peux plus reculer, là. T'es dans la jungle avec un homme que tu connais pas. Puis moi, je me disais vraiment pas de bad trip ici, Landry, là. Eve parle de bad trip parce que ce qui va se passer ensuite, ça va beaucoup varier selon les personnes et selon la cérémonie. Les 3 cérémonies étaient complètement différentes les unes des autres. Il n'y en a pas une qui se ressemblait, même, je te dirais, des 7 que j'ai fait sont toutes extrêmement différentes. Elle, c'est Vanessa. Elle a parlé de ses expériences d'ayahuasca sur YouTube, donc je l'ai contactée pour en savoir plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vécu? Ouais, OK. C'est beaucoup. Tu sais, les mots du langage sont extrêmement limitants pour expliquer une expérience comme celle de l'ayahuasca, parce que j'avais comme vu une scène que moi, je ressentais comme si c'était une vie antérieure, OK? J'étais pas sûre si c'était vrai. Puis des fois, je me sentais même folle de penser ça. Puis tu reçois ces informations-là tellement comme une certitude dans ton cœur. C'est tellement difficile à remettre en question qu'à un moment donné, je me suis juste dit « accepte-le ». L'ayahuasca provoque des hallucinations extrêmement puissantes qui peuvent aller jusqu'à une perte complète de contact avec son corps et avec la réalité. Beaucoup de gens vont avoir l'impression de sentir leur âme quitter leur corps ou de voyager vers d'autres dimensions.
Ils vont décrire des rencontres avec des entités spirituelles, que certains décrivent comme la plante, un jaguar, un serpent ou une divinité appelée Mama Ayahuasca, qui vous font des révélations sur votre vie. La première chose qu'on te dit, c'est que ton travail, c'est de lâcher prise, de ne pas résister à où est-ce que la plante veut t'amener. On conçoit que la plante a un esprit à elle, donc elle a une intention. Le chaman, ce qu'il disait, c'est que la plante, quand tu commences à travailler avec, elle sait déjà combien de fois tu vas en faire au courant de ta vie. Elle a déjà un plan pour toi. Pour certains participants, l'expérience va être profonde et révélatrice. J'ai eu plein d'images en lien avec ma mère, j'ai eu plein d'images en lien avec moi et mon enfance, tout ça, mais tu sais, c'est toutes des images très symboliques pour moi, puis même, tu sais, ils nous conseillent vraiment d'écrire le lendemain, tu sais, d'écrire ce que t'as vu, puis de le relire, tu sais, moi je le relis peut-être une fois par année, je regarde. Mais pour d'autres, ça va être une épreuve difficile, souffrante même. Tu sais, c'est fou, là, tu sais, il y avait une femme, une Belge, je me rappelle, elle a vomi, puis elle n'arrivait pas à triper par après. Et là, elle arrêtait pas de se lever pour aller le voir en lui disant « Faut que ça arrête, j'aime pas ça, faut que ça arrête. » Mais la manière qu'elle bougeait, c'était, tu sais, j'ai écouté beaucoup de films d'horreur dans ma vie. Fait que j'avais plein d'images d'elle, de ce que je voyais qui bad tripait solide en dehors. Je vous ai fait entendre au début de l'épisode différents participants à des cérémonies d'ayahuasca à qui j'ai parlé durant ma préparation en vue de faire le balado. Je vais pas tous vous les présenter tout de suite, on va avoir l'occasion d'y revenir plus tard, mais ce qu'ils m'ont fait comprendre, c'est qu'une expérience d'ayahuasca, c'est pas un trip ou quelque chose de forcément agréable. Ça a été difficile, ça pas... c'est du travail quand tu vas là-bas, là, c'est vraiment comme ça qu'on l'approche. Si, mettons, tu buzzes puis que tu tripes pas à fumer un joint, ben prends pas d'ayahuasca, mon ami, là, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu sais, je veux dire, si tu réagis mal aux drogues en général, ou si t'as tendance à paranoïer, si t'as tendance à être anxieux, je pense pas que c'est une drogue pour toi non plus. Mais que ce soit agréable ou non, les cérémonies vont typiquement avoir un impact immense sur les participants. Faut dire que les visions associées à l'ayahuasca sont décrites comme aussi réelles que la vraie vie. C'est très difficile de pas en sortir changé. Parce que ton idée de ce qui est réel, possible, est transformée par ça. Après plusieurs heures, quelque part entre minuit et 6 heures du matin, la cérémonie se termine. Chacun retourne à sa hutte pour réfléchir à ce qui vient de se passer et pour dormir. C'est ici qu'on revient à Nelson, le jeune Québécois qui se serait enlevé la vie au Pérou en 2019. L'article dans la presse sur lequel je me suis basé jusqu'à maintenant s'inspirait en fait largement d'un autre article publié dans un journal péruvien local, Pro and Contra, le 9 avril 2019. Donc, ce que je m'apprête à vous dire provient de cette source-là. D'abord, je dois vous donner une information importante. Durant son séjour au centre RHC, Nelson n'était pas un simple voyageur, mais plutôt un facilitateur. Ça, c'est une sorte d'assistant du chaman qui est là pour aider aux tâches manuelles et pour s'occuper des participants. Qu'est-ce qui a amené Nelson dans ce rôle-là? J'en ai aucune idée à ce stade-ci. C'était tout simplement mentionné dans les articles, donc pour le moment, c'est tout ce que je sais. Selon ce qui a été rapporté, Nelson aurait pris de l'ayahuasca en dehors d'une cérémonie traditionnelle, alors qu'il n'y avait pas de voyageurs sur le site, probablement après le départ d'un groupe de touristes dont il avait été le facilitateur. Donc, après avoir pris de l'ayahuasca, Nelson se serait retiré pour être seul. Puis, les hallucinations ont commencé. Elles étaient puissantes, tellement qu'il aurait commencé à avoir des convulsions. Et à travers cette perte de contrôle-là, toujours selon le journal péruvien, Nelson se serait emparé d'un couteau qui aurait retourné contre lui
pour s'en infliger plusieurs coups dans le ventre, créant des lacérations profondes. Quand il a été retrouvé, Nelson était encore vivant, mais dans un état absolument critique. Je vous rappelle qu'on est au fond de la jungle. Il y a 45 minutes de marche pour se rendre à la route, puis 1 heure pour rejoindre Iquitos en auto, où se trouve l'hôpital le plus proche. Les médecins là-bas ont déployé tous leurs moyens pour stabiliser Nelson. Mais 9 jours plus tard, le samedi 6 avril, les hémorragies internes et les dommages aux organes vitaux étaient trop importants. Son décès a été déclaré ce jour-là. Une note a été retrouvée, écrite en anglais par Nelson, selon le journal péruvien. Elle disait « Je t'aime, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Merci. » Dans les paradis artificiels, Baudelaire dit que l'homme n'est pas « Ah ouais, j'ai commencé à lire Baudelaire finalement. » Ma blonde a tendance à avoir raison pour ces affaires-là de toute façon. Bref, j'ai souligné une phrase. L'homme n'est pas si abandonné, si privé de moyens honnêtes pour gagner le ciel, qu'il soit obligé d'invoquer la pharmacie et la sorcellerie. Il n'a pas besoin de vendre son âme pour payer les caresses enivrantes et l'amitié des houris. Qu'est-ce qu'un paradis qu'on achète au prix de son salut éternel? Bon, je sais pas c'est quoi un ou une houri, mais je comprends ce que ma blonde voulait dire pour le livre. Ça va peut-être m'aider à élargir ma perspective. Est-ce qu'au fond, c'est ça que les gens vont chercher dans l'ayahuasca? Un paradis artificiel? Donc, tout ça fait partie de ma réflexion. Mais avant tout, je veux comprendre ce qui s'est vraiment passé avec Nelson. Over on Messenger, you told me that you were still thinking about it? Oh, yeah, of course. I think about it all the time. I mean, it was really horrible. It was really hard for me. Mélanie a été dévastée par sa mort. Elle pense encore à lui constamment. Il était tellement jeune quand il est décédé, donc elle se demande ce que sa vie aurait été. Elle imagine toutes les choses qu'il aurait pu accomplir. J'aurais aimé ça lui poser plus de questions, mais elle a connu Nelson seulement dans un contexte scolaire pendant 1 an, 1 an et demi environ, donc elle connaissait pas trop son passé et puis sa vie plus privée. Mais il y a une question que je voulais lui poser par contre. C'était délicat, mais je voulais savoir ce qu'elle pensait de la version des médias comme quoi Nelson se serait suicidé. Et sa réponse était claire. It's all bullshit and it always felt really fishy to me. Selon elle, ce qui a été rapporté, c'est de la bullshit. Et tout est suspect dans cette histoire-là. Puis d'ailleurs, elle n'est pas la seule à penser ça. But then we come to the one from today, which is a Rainforest Healing Center. And the suicide is brutal. I mean, Le décès de Nelson n'a peut-être pas été beaucoup discuté dans les médias québécois, mais il semble avoir fait pas mal jaser sur le web. Dans une vidéo sur YouTube, par exemple, un amateur d'ayahuasca fait un résumé de plusieurs témoignages qui ont fait surface sur Internet à propos du centre RHC où a eu lieu l'incident. But then, after this story's come out, then we started seeing a heap of other accounts who were now speaking up, saying, actually, this center had a toxic culture. There was the management was bad. Selon ce que je comprends, après le décès de Nelson, il y a eu une vague de commentaires très négatifs à propos du centre. Il est question de culture toxique et de mauvaise gestion, entre autres. Mais malheureusement, la plupart des commentaires en question sont introuvables aujourd'hui. Ils semblent avoir été effacés. D'ailleurs, dans l'article de Narcity, on apprend que plusieurs personnes, dont des membres de la famille de Nelson, étaient en quête de réponses sur la page Facebook du centre et avaient eux aussi vu leurs commentaires effacés. Dans l'article, on voit une capture d'écran d'un commentaire anonymisé qui dit « Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé avec Nelson, mon fils que j'aime? Aidez-moi à comprendre. Je sais qu'on me cache la vérité. »
En fait, il y a des aspects extrêmement bizarres et même mystérieux dans cette histoire-là. Par exemple, la version des faits du propriétaire du centre, Omar Gomez, celle de la police et celle d'un journaliste local se contredisent les unes et les autres. Je vous explique. Quand la presse a contacté le propriétaire, il a refusé la demande d'entrevue et puis il leur a dit qu'il avait fermé son centre. Mais il a précisé par écrit que des tests sanguins avaient conclu que Nelson Deschaines n'avait pas de traces d'ayahuasca dans son corps. La police péruvienne, elle, n'a pas voulu confirmer ou infirmer cette information-là. Selon eux, c'était un suicide, un point c'est tout. Mais ensuite, la presse a parlé au journaliste péruvien qui leur a dit avoir eu accès au rapport de police. Et selon lui, le rapport démontrait bel et bien que Nelson avait consommé de l'ayahuasca plusieurs fois avant son décès. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Est-ce que Nelson était dépressif ou même suicidaire quand il est arrivé? Ou est-ce qu'il aurait pu faire une sorte de bad trip ou de psychose causée par l'ayahuasca qui l'aurait amené à s'enlever la vie? Ça s'est déjà vu, hein? Pourquoi il manque autant d'informations? Pourquoi plein de détails se contredisent? Est-ce que ça se pourrait que quelqu'un ait voulu dissocier le décès de Nelson de l'ayahuasca pour ne pas nuire aux affaires locales? Comme je l'ai dit plus tôt, la mort de Nelson, c'est une des plus mystérieuses dans le monde de l'ayahuasca. Je me donne comme mission de tenter de comprendre. De le comprendre lui et, considérant ma peur des drogues, peut-être à travers tout ça, de me comprendre un peu mieux moi-même. Une des premières choses que j'ai faites pour la série, ça a été d'établir un contact avec un membre de la famille de Nelson. Je vous dirai pas à qui j'ai parlé pour respecter cette personne-là, mais tout de suite, elle m'a dit que la famille se sentait pas capable de participer, pour le moment en tout cas, que la douleur était trop grande. Et puis, je comprends complètement, hein, surtout que ça faisait moins de 2 ans que Nelson était décédé à ce moment-là. Par contre, la famille était d'accord pour que je contacte ses amis à la place, comme je l'avais fait pour Mélanie, donc ça va être mon premier objectif. Mais à la fin de son dernier message, la personne a ajouté quelque chose qui allait me hanter pendant des mois. PS, vous ne devriez pas vous fier à ce qu'on lit dans les journaux. L'histoire que vous avez lue est très loin de la réalité. Dans les prochains épisodes de Dérive Ayahuasca, j'essaie de comprendre les raisons qui ont amené Nelson à s'investir aussi soudainement et profondément dans un cheminement avec l'ayahuasca. Mais Nelson, il voulait être un guérisseur. Il aurait aimé ça être un chaman. Puis, il sentait vraiment avoir senti une libération. Puis, il avait senti une espèce de bête noire sortir de son ventre. Ça avait chamboulé un peu sa réalité. Maintenant, ce n'était que le début, qu'il n'y avait plus le choix, qu'il n'y avait plus de retour en arrière. J'en apprends plus sur les hallucinogènes et sur les troubles de santé mentale qui pourraient être soignés ou causés par ces substances-là. C'est une drogue un peu particulière. Pourquoi? Parce que notre cerveau en fabrique du DMT. C'est pas juste de pouvoir utiliser cette molécule là, dans une démarche. Là, il faut aussi savoir est-ce que je peux ramasser, soutenir ce que j'avais provoqué chez le patient. Les gens qui sont en psychose toxique pourraient devenir à la limite agressifs ou même commettre des gestes là, qui pourraient être dangereux pour eux-mêmes. Je me questionne sur le tourisme de l'ayahuasca en Amérique du Sud et sur les visions dont les voyageurs disent faire l'expérience dans les rituels chamaniques. En fait, on leur explique dans ces centres d'ayahuasca que le mal-être est causé par une manifestation démonique et la plante va pouvoir vous purifier. Je suis souvent surpris qu'il n'y ait pas plus de dommages que ça. Des personnes qui perdent la vie et des personnes qui sont abusées sexuellement parce que c'est des choses courantes. Tu sais. Et j'accumule peu à peu des informations surprenantes et parfois inquiétantes à propos de ce qui a pu se passer pour Nelson au Pérou. C'est une salle avec des chats qui se promènent partout sur du terrazzo, des cartons puis des gens qui dorment à terre. On a compris après pourquoi. En fait, il écrivait sur un agenda qu'on a trouvé par la suite parce qu'il écrivait sur les courriels qu'il voulait envoyer après. Ça a dit que ce serait bon que tu investigues
sur la cause de ce qui s'est passé avec Nell. Tout est très suspect. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.